Bonsoir. L'Appel, dans le cadre de ses actions en matière d'accompagnement à l'orientation, a le plaisir de vous proposer ce soir un dernier webinaire consacré à Parcoursup pour cette année scolaire 2024-2025. Votre enfant se prépare en effet à recevoir les réponses des formations pour lesquelles il a candidaté dans l'enseignement supérieur. Cette phase de la procédure Parcoursup, appelée phase d'admission, peut générer chez nous parents de nombreuses questions et inquiétudes. Comment sont étudiés les dossiers des candidatures par les formations? Quels sont les délais pour répondre aux propositions? Que se passe-t-il si mon enfant n'a reçu que des vœux en attente? Et bien d'autres interrogations qui ont pu nous être remontées. Afin d'accompagner au mieux votre enfant dans son choix définitif et d'aborder sereinement la phase d'admission, ce webinaire que nous avons voulu très pratique vous apportera des précisions sur le déroulement de cette dernière grande étape et notamment la question des réponses reçues de la part des formations. Pour ce faire, nous avons l'honneur d'accueillir une nouvelle fois Monsieur Jérôme Teillard, inspecteur général de l'éducation et chef du projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Nous pouvons une nouvelle fois le remercier chaleureusement pour sa présence à nos côtés et son soutien auprès des familles. Monsieur Teillard complétera ces informations par des conseils pratiques et apportera une attention particulière et des renseignements spécifiques pour les jeunes et les familles qui n'auront pas reçu de proposition d'admission en phase principale, ainsi que pour les jeunes en situation de handicap. Un chat vous est ouvert afin de vous permettre de poser vos questions. Nous ferons de notre mieux pour centraliser les questions les plus demandées et ainsi les poser à Monsieur Teillard. Plusieurs temps de pause seront organisés à cet effet. Comme à l'accoutumée, le replay de la soirée sera disponible sur le site internet de l'Appel. Il viendra compléter les deux précédents webinaires organisés autour de Parcoursup. À vous la parole, Monsieur Jérôme Teillard. Merci beaucoup, Madame Coquelet. Merci à toute l'organisation de l'appel pour ce temps d'échange avec vous tous. L'occasion de balayer la phase d'admission et de répondre à toutes vos questions qui sont sans doute nombreuses, mais vous verrez, beaucoup dans le propos permettra de répondre à des interrogations que vous avez. Ce que je vous propose, c'est qu'on télécharge directement le support PowerPoint. Il vous sera évidemment transmis avec l'enregistrement de manière à ce que nous puissions commencer le temps de présentation. Voilà, il est à l'écran, parfaitement visible. Eh bien, écoutez, commençons déjà. Donc, si on passe à la slide 2, pour venir sur la question peut-être d'un retour sur l'examen des vœux par les formations, de manière à ce qu'on se remémore avant de rentrer dans le vif du sujet de la phase d'admission. Slide 3. Combien de candidats cette année sur Parcoursup? Eh bien, 980 000 candidats ont confirmé au moins un vœu. Ils sont 650 000 lycéens, 183 000 étudiants en recherche d'une réorientation, 112 000 candidats non scolarisés et 35 000 candidats qui sont suivant une scolarité non française à l'étranger. Ils ont formulé au total plus de 13 millions de vœux et sous-vœux. Et ce que l'on observe, c'est qu'il y a à la fois plus de vœux formulés, on est sur une moyenne de 14 vœux par lycéen, et on a des vœux plus diversifiés, plus de catégories de formation qu'ont reçu des vœux. Il y a évidemment aussi, puis je pourrais y revenir ce soir, 232 000 candidats qui ont formulé des vœux pour les formations en apprentissage, et je le précise, eh bien, les vœux pour les formations en apprentissage restent possibles jusqu'au 9 septembre. On peut encore faire des vœux aujourd'hui. Alors, je le précise parce que c'est important pour tout le monde, pour tous ceux qui nous écoutent. Là, on évoque les vœux et les sous-vœux, qui étaient la grammaire que vous avez apprise sur Parcoursup pour candidater. À partir de la phase d'admission, quand on se retrouvera le 2 juin, il n'y a plus que des vœux. On ne parle plus que de vœux, et je crois que ça simplifiera notre propos. Si on passe à la diapo 4, un petit rappel aussi sur quelques grands principes. D'abord, de l'examen des dossiers par les formations, ça n'est pas l'algorithme de Parcoursup qui examine les candidatures, ça n'est pas non plus Parcoursup qui choisira l'affectation de votre enfant. Au sein de chaque formation du supérieur, il y en a plus de 12 000. Une commission d'examen des vœux a été instituée. Elle a défini des critères qui sont ceux que vous avez vus sur les fiches de formation de Parcoursup depuis le mois de décembre. Et elle a évalué les candidatures. En faisant l'évaluation du candidature, eh bien évidemment, elle a à la fois pris les critères qui étaient affichés sur les fiches formation et elle les a précisés, déclinés
en regard des candidatures proposées, notamment en ajoutant des pondérations. Tel poids pour tel type de note, tel poids pour tel type d'appréciation sur des éléments plus qualitatifs. Par exemple, chacune des commissions d'examen des vœux a finalement en quelque sorte maîtrise pleine de l'examen des candidatures. Les classements sont remontés à Parcoursup depuis le 21 mai, la semaine dernière, et nous terminerons en fin de semaine la phase de vérification des classements et nous intégrerons, je vais y revenir sur la slide suivante, les priorités légales qui sont les taux fixés par les recteurs avant que l'on puisse vous faire connaître les publications de toutes les réponses à chacun des vœux formulés le 2 juin. Si on revient, parce que je crois que c'est important aussi de l'avoir en tête, sur la diapo suivante, pardon, sur les éléments que Parcoursup rajoute en quelque sorte, puisqu'on dit toujours, est-ce qu'il y a des algorithmes sur Parcoursup? Donc je vous l'ai dit dans la diapo précédente, Parcoursup ne contribue en rien à l'examen des candidatures, c'est la responsabilité des commissions d'examen des vœux. Mais Parcoursup intègre, à la suite de la remontée des classements, des priorités qui sont définies par la loi. Priorité et appui aux lycéens boursiers, de manière à ce qu'ils puissent plus facilement intégrer les formations, qu'elles soient sélectives ou non sélectives, avec des taux minimums définis par les recteurs et qui sont affichés sur Parcoursup. Vous pouvez vous-même vous en rendre compte en allant sur chaque fiche de formation, dans la rubrique visualiser les chiffres d'accès à la formation, vous trouverez les taux lycéens boursiers. Vous trouverez également ce que l'on retrouve en termes de priorité d'accès pour les formations en licence, pour les candidats du secteur. On l'avait évoqué abondamment au début du mois de février ou à la fin du mois de janvier, je ne me rappelle plus, qui est lorsque des licences ont des tensions, eh bien, il y a un taux de priorité défini pour les candidats du secteur, de l'académie en général, ou alors, par exemple, en Île-de-France et pour toute la région Île-de-France pour l'accès aux universités de ce territoire. Les formations ont aussi pu prendre en compte les participations des lycéens aux cordées de la réussite. C'est à peu près 40% des formations qui ont décidé de prendre en compte ce critère de manière à promouvoir finalement des parcours vers le supérieur pour des jeunes dont les familles sont peut-être moins aisées ou en tout cas dans des territoires moins priorisés que d'autres. Et puis, vous avez des places priorisées là aussi pour les lycéens professionnels et technologiques dans les formations professionnalisantes. Pour les lycéens professionnels, vous retrouverez sur les fiches formation de Parcoursup sur les BTS des taux de priorité pour les bacheliers professionnels pour aller en BTS, des taux de priorité pour les bacheliers technologiques pour aller au but. Ce sont les formations dans lesquelles ils réussissent le mieux. Et puis, je voudrais maintenant, si on va à la slide suivante, aussi donner un petit éclairage, parce que je crois que c'est un point important, pour se rassurer aussi, avant de commencer l'explication de la phase d'admission, à la lumière des résultats de 2024. Si on passe à la diapo 7, vous verrez qu'en gros, pour reprendre des résultats de 2024, qui sont des résultats publics, que vous retrouvez dans les notes du service statistique du ministère, à la fois pour vous dire que dans la phase d'admission, on a du choix et on a des réponses rapidement. Je prends et je décline les quelques chiffres que j'ai mis là. 5,8, c'est le nombre de propositions reçues en moyenne par les 645 000 lycéens. Donc, vous voyez, ce n'est pas qu'une seule proposition, c'est plusieurs. 3,3 jours, c'est le délai moyen pour recevoir sa proposition. Évidemment, c'est un délai moyen, mais aussi pour vous dire que dès le premier jour, eh bien, l'an dernier, 2 tiers des lycéens avaient eu au moins une proposition et qu'au bout d'une semaine, ils étaient plus de 80%, donc plus de 8 sur 10. Et cela, tous séries de bacs confondus. C'est une moyenne des bacs généraux, technologiques et professionnels. Une question que vous me posez souvent, c'est qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas reçu de réponse en phase principale? Est-ce qu'il y a des solutions? Madame Coquelet l'a évoqué tout à l'heure et j'y reviendrai plus abondamment un peu plus tard dans le propos, mais ce que je voulais vous dire d'ores et déjà, c'est que quand on regarde les statistiques de 2024, eh bien, ce sont 80 000 candidats qui ont eu une proposition dans la phase complémentaire, j'y reviendrai tout à l'heure, ce qui veut dire qu'ils ont trouvé la réponse à leurs besoins et leurs demandes de formation post-bac. Et puis, sur les lycéens, y en reste-t-il qui à la fin n'ont rien? Eh bien, parmi les lycéens qui n'avaient pas eu de solution au cours de la phase principale, qui ont demandé l'accompagnement du rectorat pour les accompagner, il y avait à peu près 20 000 lycéens et étudiants qui ont sollicité cet accompagnement et à la fin du mois de septembre, il n'y était que 134 sur les 645 000 de départ qui finalement n'avaient pas eu de proposition. Donc je crois que c'est aussi des éléments qui doivent vous rassurer.
On a vu comment s'est passé l'examen des vœux. Je vous ai refait une petite photographie des résultats de la session 2024. Il est temps maintenant de passer à la slide 8 et 9 pour vous dire, pour rentrer dans le vif du sujet de cette phase d'admission 2025. D'abord, c'est une phase d'admission que nous avons souhaité plus rapide cette année. Elle durera au total 39 jours entre le 2 juin et le 10 juillet 2025. Notre objectif, c'est d'apporter le plus de propositions possibles en début de procédure pour réduire le sentiment d'attente des candidats, permettre des choix rapides et laisser aussi plus de temps aux lycéens et à leurs parents pour préparer la rentrée. Ça suppose évidemment des inscriptions administratives, ça suppose pour certains des recherches de logement et une organisation pour préparer la rentrée. C'est évidemment important de faire des réponses plus vite. Faire des réponses plus vite, ça ne veut pas dire mettre en situation de stress les lycéens, bien au contraire. Les délais de réponse seront suspendus pendant les épreuves écrites du baccalauréat. Alors, les délais de réponse suspendus, cela veut dire que nous n'empêchons pas les bonnes nouvelles d'arriver, c'est-à-dire que les propositions ne sont pas stoppées, il y a toujours des propositions qui arrivent, par contre le délai pour répondre est plus important. Ça sera le cas pour les bacheliers généraux et technologiques pour la semaine des épreuves écrites du baccalauréat qui se déroulera du 16 au 20 juin. Et puis pour les lycéens professionnels aussi, qui ont une épreuve à la fin du mois de juin, eh bien, il y aura une suspension des délais de réponse pendant cette période. Évidemment, chacun des lycéens sera aussi informé de ces éléments-là. Il le verra dans son dossier. Quand il a une réponse, ben, il verra que le délai pour répondre est plus important. Il y a un point important cette année, j'y reviendrai, c'est la demande que nous ferons aux lycéens entre le 6 et le 10 juin de hiérarchiser les vœux en attente qu'ils souhaitent conserver. Ce n'est pas une procédure spécialement nouvelle, elle existe depuis 2022, mais ce que nous avons fait cette année, c'est que nous l'avons mise plus précocement dans le calendrier. Elle était sur 2022, 23, 24, elle était positionnée au début du mois de juillet. Ce qu'on avait constaté, c'est qu'en fait, à cette période-là, elle a moins d'efficacité parce que beaucoup des propositions ont déjà été formulées. Là, notre objectif, c'est d'arriver à la positionner plus tôt, entre le 6 et le 10 juin. Le lundi 9 juin, c'est le lundi de Pentecôte, pour vous situer. Et l'objectif, c'est d'accélérer le processus de choix pour permettre à plus de lycéens d'avoir au moins une proposition avant le début des épreuves écrites du bac. Je crois que c'est vraiment aller dans le sens de moins de stress des lycéens en permettant une phase d'admission qui permet d'avoir des réponses plus rapidement pour tous. Si on passe à la slide suivante, comment se préparer finalement à cette phase d'admission qui démarrera le 2 juin, eh bien, nous avons mis à disposition des ressources variées. Notre objectif, c'est que la procédure soit accompagnée et dès le début. Des ressources variées pour les professeurs principaux, mais aussi les élèves et les parents, évidemment pour bien comprendre le fonctionnement de Parcoursup, mais aussi pour aider les enseignants eux-mêmes à mieux suivre et conseiller leurs élèves. Par exemple, chacun des professeurs principaux a un tableau de bord, on va dire, dans Parcoursup, qui lui permettra à partir du 3 juin de voir la situation de ses élèves. Quels sont les élèves qui ont eu des réponses? Quels sont les élèves qui n'ont eu que des réponses négatives, par exemple? Comment les élèves se sont positionnés? Tout ça facilite le dialogue et nous avons demandé aux établissements de France, aux lycées publics, privés sous contrat, d'organiser des temps d'accompagnement pour suivre vos enfants, les élèves, dans cette période importante, à la fois le 3 juin, le lendemain des résultats en quelque sorte, mais aussi le 10 juin quand ils auront le classement des vœux en attente à finaliser, on l'avait évoqué. Et puis je voudrais signaler à toutes et tous le site d'entraînement, vous le retrouvez sur la page d'accueil de parcoursup.gouv.fr. Son objectif, c'est d'aider vous aider à mieux comprendre, à vous entraîner et donc à vous rassurer. Dans ce site d'entraînement dont vous voyez là la copie d'écran de la page d'accueil, vous y retrouvez à la fois des règles d'or et des vidéos. Voilà, quelles sont les règles à bien avoir en tête. Vous y retrouvez des petits quiz. C'est très utile parce que ça permet de tester ses connaissances et puis vous y retrouvez, et je précise que dans le quiz, il y a à la fois tous les éléments de réponse, c'est-à-dire qu'on explique la réponse, que vous ayez juste ou faux, c'est pas tellement ça qui est important, ce qui compte c'est que vous ayez compris pourquoi c'était juste, pourquoi c'était faux. Et puis vous avez une dernière, c'est l'onglet qui est à droite, la possibilité de vous entraîner directement à recevoir des propositions d'admission et à y répondre. Et je crois que ça, c'est très important parce que ça limite complètement le stress qui est lié à l'inconnu.
je sais pas, moi, on peut se dire quand on ne connaît pas Parcoursup, mais alors est-ce que Parcoursup, c'est un tas de pièges? Est-ce que quand j'ouvre une porte dans Parcoursup, je tombe dans une trappe, vous savez, comme existait dans les jeux que moi je connaissais, alors il y a quelques dizaines d'années déjà, je connais pas les jeux actuels. Mais ceci étant, je crois que c'est important de se rassurer. Vous verrez qu'il n'y a pas ces choses trappes, vous verrez qu'à chaque fois Parcoursup vous demande de confirmer une décision que vous êtes en train de prendre, parce que je crois que c'est toujours important de bien se rendre compte. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce site d'entraînement, n'hésitez pas à y retourner, vous pouvez, il est complètement ouvert à tous, c'est à partir de vœux fictifs, évidemment pas les vœux de vos enfants, et ça permet d'appréhender le bon fonctionnement de la plateforme. J'ai évoqué ce site d'entraînement, les ressources, j'ai évoqué le calendrier. Revenons sur une petite visualisation sur la diapo 11 du calendrier pour bien l'avoir en tête. Ça reprend les dates que j'ai évoquées avec vous tous. D'abord, à partir du 2 juin, alors pour lever le mystère, ça sera en fin d'après-midi que nous ouvrirons évidemment après les heures de lycée pour pas perturber le fonctionnement des lycées. Débutera la phase principale d'admission dans laquelle les élèves reçoivent des réponses à tous leurs vœux. Et je précise, il n'y a plus de sous-vœux ou de vœux, il n'y a que des vœux. Et on répond au fur et à mesure aux propositions d'admission. Le classement des vœux en attente, j'y reviendrai, dans lequel chacun des lycéens qui veut garder des vœux en attente eh bien, devra les classer par ordre de préférence. Les 2 suspensions de délai que j'ai évoquées. Et puis ensuite, on déroule vers la fin. Le 4 juillet, les résultats du baccalauréat, que nous prenons en compte évidemment dans Parcoursup. Et puis le 10 juillet, fin de la phase principale, les dernières propositions seront adressées le 8 juillet. Le 10 juillet, c'est parce que le 9 juillet au soir, dans la nuit du 9 au 10, nous intégrons les derniers résultats du baccalauréat, de manière à tout ce que l'ensemble de la procédure phase principale puisse se clore correctement. Maintenant qu'on a bien en tête le calendrier, je voudrais revenir sur finalement quel type de proposition, quel type de situation on va rencontrer à partir du 2 juin dans les réponses qui vous seront proposées. Si on peut passer à la slide 12, s'il vous plaît, merci beaucoup. D'abord, vous vous rappelez que quand on a fait des temps d'échange avec vous, pour ceux qui étaient là, au mois de janvier, j'avais évoqué cette distinction entre les formations sélectives et non sélectives. Les formations sélectives, ce sont les BTS, les formations de bachelor universitaire de technologie dans les IUT, les classes prépa, les IFSI, les écoles, les instituts. Les formations non sélectives, c'est l'université pour l'essentiel. D'abord, dans les formations sélectives, finalement, 3 types de réponses que vous pouvez retrouver à partir du 2 juin dans le dossier de votre enfant. La réponse positive, c'est un oui, une proposition d'admission. Il appartient au candidat d'accepter ou de renoncer. C'est lui qui choisit, avant la date limite qui est indiquée dans son dossier. Deuxième situation, je suis en attente. Ça veut dire que vous avez été classé par la formation, mais que les candidats qui ont eu des propositions les ont eues avant vous. Et ça dépendra, l'arrivée des propositions dépendront des décisions qu'ils vont prendre. Parce que je crois que ce qui est important de retenir, c'est que le 2 juin, ce n'est que le début de la procédure. On l'a vu, ça va du 2 juin au 10 juillet. Tout ne se joue pas le 2 juin. Donc si vous avez un vœu en attente, alors il est maintenu d'office, il n'y a pas besoin de le modifier. Et si un candidat accepte une proposition, ben la plateforme lui demandera toujours est-ce que vous souhaitez conserver ou ne pas conserver les vœux que vous avez en attente dans le processus. Et puis, vous avez une troisième type de réponse, qui est une réponse négative, un non, c'est-à-dire que seules les formations sélectives peuvent dire non. Le candidat peut, dans son dossier Parcoursup, demander des explications auprès du responsable de formation sur les critères utilisés, sur les motifs qui ont donné lieu à la décision prise à l'égard de l'élève. Tout cela est explicité finalement en face de la réponse que vous recevez pour ce. On a vu les formations sélectives, passons maintenant en slide 13 aux formations non sélectives. Ce sont les licences que vous connaissez, ce sont les parcours préparatoires au professorat des écoles, pour ceux qui ne connaissaient pas le sigle, ou ce sont encore les parcours d'accès santé, les PASS, qui sont les formations dites non sélectives. Et là aussi, 3 types de réponses. À la fois, vous retrouvez le oui et le en attente qui sont exactement similaires par rapport à ce qu'on a vu dans les formations sélectives. La spécificité sur cette diapo, c'est que, 1, vous ne retrouvez pas, il n'y a pas de réponse négative de la part des universités. Par contre, il y a une réponse spécifique qui s'appelle le oui-si, qui est une proposition, alors qui est un oui, que le candidat, comme s'il avait reçu un oui, il aura décidé s'il l'accepte ou il renonce.
Mais si on passe en slide 14, je voudrais expliciter ce qu'est le Wi-Fi, parce que vous l'avez sans doute jamais rencontré jusque-là. Le Wi-Fi, c'est une réponse positive qui est proposée dans les licences non sélectives à l'université. C'est d'abord une proposition d'admission, mais est accompagnée d'un dispositif d'accompagnement intégré à la formation. Et s'il y a un si, c'est parce qu'en gros, cette proposition, elle est conditionnée. Ça veut dire qu'un étudiant, un lycéen qui accepte un Wi-Fi, eh bien, il s'engage finalement à s'inscrire dans un dispositif d'accompagnement qui est destiné à favoriser sa réussite. À chaque fois qu'il y a un Wi-Fi qui est proposé par une formation à votre fils ou votre fille, eh bien, vous avez un petit bouton info sur le Wi-Fi qui permet de voir quel est le dispositif d'accompagnement sur lequel s'engage l'université et qu'il demande d'accepter. Ça peut être un accompagnement méthodologique, prise de notes, organisation du travail, je sais pas moi, enfin on peut imaginer encore d'autres choses. Ça peut être un module de remise à niveau dans certaines disciplines, par exemple scientifiques, par exemple littéraire ou linguistique. Et puis ça peut avoir des modalités variées, soit c'est un tutorat individualisé, soit c'est tutorat collectif avec un étudiant, un tuteur, avec un enseignant. Il y a des modalités très variées. Le petit bouton info sur le Wi-Fi vous renseigne. Dans certains cas, on peut même aller jusqu'à une situation dans laquelle la durée de la licence va être proposée sur 4 ans plutôt que 3 ans. L'objectif, c'est que le lycéen concerné puisse ensuite avancer à son rythme et réussir sa première année en 2 ans avec des bases solides. Alors, peut-être, je dirais 2 choses à retenir de cette diapo. Un, c'est que, évidemment, le Wi-Fi, c'est aussi une forme d'alerte. Ça veut dire que ce sont les enseignants qui, en examinant le dossier de votre enfant, a estimé que peut-être tous les ingrédients de la réussite n'étaient pas réunis et donc il fallait accompagner. Donc chacun l'interprétera comme il le souhaite. Soit vous avez d'autres propositions, puis parmi elles des oui et puis des oui-si, et donc il faut peut-être jauger en quelque sorte qu'est-ce qui vous intéresse le plus, et puis avoir en tête ce point d'alerte. La deuxième élément que je voulais indiquer, c'est que vous voyez bien à travers Parcoursup, ce qui est le plus important, ça n'est pas de réussir Parcoursup, ça n'a pas de sens réussir Parcoursup. Ce qui compte, c'est réussir ses études. Et donc, les enseignants ont estimé que réussir les études, il fallait un dispositif particulier. Pour vous donner une illustration, l'an dernier, à peu près 26 000 étudiants se sont inscrits dans des dispositifs Wi-Fi. Donc, on a vu quel type de réponse on peut recevoir. Maintenant, vous avez une question au bout de la langue qui est, mais comment on reçoit des propositions d'admission? Donc, c'est l'objet de la diapo suivante, si on peut y venir. Alors, déjà, pour rassurer tout le monde, il n'est pas nécessaire d'être en permanence connecté sur Parcoursup pour regarder. Vous recevez une alerte dès qu'on reçoit une proposition d'admission. Cette alerte, elle se fait évidemment vers le lycéen concerné, candidat, par un SMS sur son téléphone portable, par un mail dans sa messagerie personnelle, mais aussi un mail intégré à sa messagerie Parcoursup directement. À noter, c'est important, il n'y a pas d'application mobile dédiée sur Parcoursup. L'application est tout à fait compatible avec les smartphones, mais je le dis aux parents qui sont avec nous ce soir, il y a quand même plus de confort à le faire sur un écran d'ordinateur plutôt qu'à pianoter sur son portable. Alors, la réalité me donne pas toujours raison puisque soit à peu près 70% des candidats utilisent leur portable. Mais néanmoins, je crois que ça m'empêche pas de vous le dire. L'utilisation quand on doit prendre une décision importante, c'est quand même pas mal quand on sait un peu plus confort que sur le portable. La deuxième chose importante, c'est que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans nos sessions, on en est à la 3e, les parents sont évidemment prévenus lorsqu'ils ont renseigné une adresse mail et numéro de portable. Ils vont recevoir les alertes que reçoivent leurs enfants et c'est particulièrement important. Quand on s'en était parlé en janvier, je vous avais dit, ah mais c'est important au moment où vous recevrez les alertes ou les rappels des échéances à respecter, eh bien ça y est, elles arrivent. C'est la semaine prochaine que débutera le processus dans lequel il y a des échéances pour répondre, d'où l'importance de partager peut-être des fois au sein de la famille ces informations-là. Normalement,
les parents qui nous écoutent ce soir, qui ont renseigné leurs coordonnées. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, ils peuvent encore le faire dans le dossier de leur enfant aujourd'hui. Euh, et tout au long de la procédure, ils ont dû recevoir un mail entre hier et aujourd'hui dans lequel on écrivait aux lycéens pour leur dire que la phase d'admission débutait le 2 juin et les inviter à utiliser le site d'entraînement, à aller regarder les ressources pour se préparer en quelque sorte au 2 juin et au début de la phase d'admission. On a vu comment on est alerté. Voyons maintenant quels sont les délais de réponse. C'est forcément une question que vous avez. Alors, peut-être que je vais essayer de vous rassurer tout de suite. En fait, on le verra sur la slide suivante quand on sera en 17. C'est extrêmement simple, les délais de réponse. C'est plus compliqué, donc il n'y a pas forcément besoin de retenir ce que je vais vous dire là, parce que vous verrez sur la slide 17 que le délai de réponse, il est très clairement indiqué sur l'interface. Pour une proposition reçue entre le 2 et le 4 juin inclus, les lycéens ont jusqu'au 5 juin, 23h59 pour répondre. Donc, pas de précipitation le 2 juin. Évidemment, on peut se précipiter parce que dans l'enthousiasme, on peut absolument valider sa proposition. Ben, chacun en a le droit, mais néanmoins, vous avez le temps de la réflexion et je crois que c'est important. D'ailleurs, je le précise pour le 2 juin, en fin d'après-midi, comme je l'indiquais, quand les réponses vont arriver, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que parce qu'il faut qu'on gère le pic quasiment de plus d'1 million de consultations simultanées, eh bien, certains candidats ne verront que la visualisation des résultats, mais ne pourront pas agir directement sur leur dossier. D'autres pourront agir, mais rassurez-vous, dès que le pic sera passé, quoi, en gros, à partir de 21h30, chacun pourra agir sur son dossier, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'obligation, puisque la première échéance de réponse, c'est le 5 juin. Et ensuite, il y a un délai courant pour toute proposition reçue entre le 5 juin et le 8 juillet. J'évoquais tout à l'heure que les dernières propositions d'admission en partiront le 8 juillet. Eh bien, vous avez 2 jours pour répondre. Je donne un exemple très concret. Vous recevez une proposition d'admission le 10 juin. Vous avez jusqu'au 11 juin, 23h59 pour répondre. Voilà. Alors, certains m'ont dit hier, ça fait pas 2 jours. Ben, moi, si, le 10, le 11, ça fait 2 jours. C'est comme ça que je compte. Voilà. Donc, toutes les propositions n'arrivent que le matin. Il n'y a pas de mise à jour au cours de la journée. La mise à jour se fait le matin. Et vous avez toujours jusqu'au lendemain soir dans ce rythme de croisière qui se met en place à partir des propositions reçues le 5 juin. Règle d'or, la plus importante à retenir sans doute, et si vous allez sur le site d'entraînement, vous verrez cette règle d'or, il faut toujours répondre à la proposition d'admission qui vous a été faite, y compris pour nous dire que vous n'êtes pas intéressé. En fait, de bouder, ça suffit pas à dire que c'est une réponse. Moi, ce que je veux, c'est une réponse. J'accepte ou je renonce. C'est vous qui prenez la décision, mais il faut nous le dire parce que nous avons besoin de savoir que derrière l'écran, en quelque sorte, il y a quelqu'un qui suit et qui est toujours intéressé par la procédure Parcoursup. On voit l'illustration concrète sur la diapo 17 de ce que je vous disais. Vous le voyez, la date limite de réponse est affichée dans le dossier. Voilà, il y a sur l'exemple 5 juin 23h59 et vous voyez qu'on la voit très distinctement. Je le précise évidemment parce que l'objectif du dispositif Parcoursup, c'est de se préparer à choisir. C'est vraiment une phase de choix dans laquelle il faut choisir. Et si un candidat ne répond pas avant la date limite qui est indiquée, ben la proposition d'admission, dès le lendemain matin, elle sera transmise à un autre candidat. Là où c'est vraiment important de répondre, y compris quand on ne voulait pas de cette proposition d'admission, eh bien, vous le verrez, le candidat qui n'a pas répondu à la proposition dans le délai, il reçoit le lendemain matin un mail qui lui dit, écoutez, vous avez 3 jours pour nous dire que vous êtes encore intéressé. Si au bout de 3 jours, vous n'êtes pas manifesté, ça veut dire qu'on supprimera les autres vœux en attente, parce que ça veut dire que vous n'êtes plus là, en gros. Donc, voilà, toujours répondre, c'est vraiment un point important. Maintenant qu'on a vu quel type de réponse on veut recevoir, comment on reçoit les propositions d'admission, eh bien, c'est peut-être voir quel type de situation, de proposition vous allez recevoir, si on peut passer à la diapo 18 que je vais commenter. En gros, à peu près 2 situations un peu distinctes. Alors, d'abord, le lycéen reçoit une seule proposition d'admission et il a des vœux en attente. Alors, je vais prendre des exemples au hasard. Donc, c'est Laure. Laure avait 5 vœux. Laure a reçu une proposition d'admission et a donc 4 vœux qui sont en attente. Eh bien, quand Laure reçoit la proposition d'admission, elle a la liberté et la responsabilité d'accepter ou de renoncer. Et au moment où elle va choisir, Parcoursup va lui demander, Laure, qu'est-ce que vous souhaitez faire de votre vœu en maintenance?
les supprimer ou les conserver. Évidemment, c'est Laure qui doit décider seule ce choix, évidemment avec ses parents aussi. Si elle a eu la proposition de ses rêves, ben, j'ai tendance à penser que Laure acceptera définitivement. Et à ce moment-là, ben, on se serre la main avec Laure, c'est fini pour elle Parcoursup. Ça veut dire que la prochaine échéance, c'est les épreuves du bac, c'est les résultats du bac et l'inscription. Mais il n'y a plus d'action. Par contre, si Laure, et elle en a le droit, dit, mais parmi mes vœux qui sont en attente, il y a mon vœu préféré. Moi, ce que je l'invite à faire, c'est d'accepter provisoirement cette proposition d'admission dans le délai qui lui a été donné, et puis de signaler dans Parcoursup qu'elle souhaite garder tel ou tel vœu en attente, qu'elle souhaite le conserver. C'est à elle de le dire, c'est à elle de le choisir. Si évidemment elle accepte définitivement la proposition, donc elle renonce aux autres vœux en attente, eh bien elle aura accès aux modalités d'inscription administrative. C'est là qu'elle verra où se fera l'inscription, dans quel délai, avec quelle modalité particulière. Deuxième situation, alors je vais changer, je vais prendre Marc, évidemment. Marc, il a reçu plusieurs propositions d'admission et il a des vœux en attente. Alors la règle, avant que Marc me pose la question, c'est de lui dire, sur Parcoursup, on ne peut accepter qu'une seule proposition à la fois. Ça veut dire qu'évidemment, Parcoursup, c'est fait pour faire un choix. Si vous avez deux propositions d'admission, eh bien, vous devez choisir. Quand vous acceptez la première, de facto, vous renoncez à la deuxième. Je crois que c'est important de l'avoir en tête. On ne peut pas se garder plusieurs propositions. Évidemment, à chaque fois qu'il aura à faire ce choix-là, eh bien, la place auquel il a renoncé, ça sera une place qui sera proposée dès le lendemain matin aux autres candidats qui sont en attente. Donc, c'est bien une mécanique de solidarité entre les différents candidats. Et puis, évidemment, il a la possibilité, au moment où il fait son choix, toujours d'indiquer que les autres vœux qu'il a en attente, il souhaite les conserver. Je donne un élément, c'est la deuxième puce un peu plus petite. Mettons que Marc, il peut se retrouver dans une situation où il reçoit des propositions, il en reçoit une, par exemple, je vais donner un exemple, il en reçoit une le 5 au matin, il doit répondre avant le 6 au soir, et puis il en reçoit une le 6, et il doit donc répondre avant le 7 au soir. Eh bien, il a la possibilité de choisir successivement. D'abord, d'accepter la proposition du 6, puisqu'il l'a reçu le 5, il doit répondre, il a son échéance. Mais le 6, il a la possibilité pour la proposition qui est arrivée ce matin même et auquel il doit répondre avant le 7, eh bien, il a la possibilité de cliquer sur un petit bouton qui s'appelle réfléchir, qui lui permet d'attendre jusqu'au 7 pour faire son choix. Ça veut dire que la proposition pour laquelle l'échéance est le 7 ne sera pas automatiquement supprimée. C'est différent de la situation dans laquelle les deux propositions arrivent à la même date. Et il aura la possibilité de choisir successivement. Ce qui compte toujours, c'est évidemment de répondre à toutes les propositions que vous recevez, et vous pouvez répondre soit en acceptant provisoirement, en gardant des vœux en attente, soit vous pouvez accepter définitivement, ça veut dire que vous renoncez aux vœux en attente et que vous consultez alors les modalités d'inscription. Voilà, c'était la page un peu technique, il y aura sans doute des questions sur ce point auxquelles je reviendrai bien sûr. On passe à une autre situation, la question des vœux en attente. Évidemment, c'est la slide 19. Il y a des candidats qui seront en attente. Tout à l'heure, quand je donnais les chiffres de 2024, je disais au premier jour, 2 tiers des lycéens avaient eu au moins une proposition d'admission, donc d'autres seront en attente. Certains même peut-être seront en attente sur tous leurs vœux. Ce qui est important, c'est que quand un vœu est en attente, il n'y a rien à faire en tant que tel, il est automatiquement conservé, vous l'avez vu, on ne se positionne sur les propositions en attente que lorsqu'on a une proposition d'admission en parallèle. À chaque fois que vous avez un vœu en attente, nous mettons à disposition des lycéens et de leurs parents des informations sur la liste d'attente qui vous permettent de voir quelle est votre position dans la liste d'attente. Vous le voyez, là j'ai fait une copie d'écran, vous êtes dans le statut en attente, au titre de la phase principale, et vous avez votre position actuelle dans la liste d'attente qui s'affiche. Un lycéen qui est en attente sur tous ses vœux le 2 juin n'a rien à faire, ils sont automatiquement conservés, c'est ce que je disais. Et là, je vous ai signalé, il y a une petite vidéo, il y a une infographie, évidemment tout ça est cliquable dans le PowerPoint qui vous sera transmis, que vous pouvez utiliser. Et j'ai même prévu une petite diapo à la fin dans laquelle vous retrouvez toutes les vidéos qu'on a mises à disposition, là où elles se trouvent. Mes collègues ont beaucoup passé de temps à y travailler de manière à ce que ça puisse répondre à toutes vos interrogations.
Si on passe à la slide 20, pour vous donner l'illustration concrète, ce qu'on peut voir dans les indicateurs de positionnement du classement, finalement, ce sont des outils pour vous qui, chaque jour, sont mis à jour le matin, donc une seule fois par jour, mais le matin, dans chaque dossier, en fonction des décisions, puisque sur Parcoursup, la mécanique, c'est les décisions que vous prenez font les propositions d'admission des candidats qui sont à la liste d'attente à partir du lendemain. Donc là, si je prends un exemple pris au hasard, vous voyez sur cette illustration, on a à droite la situation 2025, vous voyez le rang du dernier candidat qui a été appelé dans la journée, vous voyez votre propre rang du classement et puis le rang du dernier candidat classé. Et puis vous avez une référence qui est à gauche, c'est l'année 2024. Alors, le rang peut varier d'une année sur l'autre, mais globalement c'est assez stable. Eh bien, le rang du dernier candidat appelé de l'année précédente sur cette formation, c'était 185. Alors, comment lire cette information? Eh bien, il faut le lire en parallèle avec votre rang de classement 2025 de 218. Ça veut dire, en gros, là, dans cette situation, eh bien, la probabilité de recevoir une proposition d'admission est très faible, parce que vous voyez bien que le rang du dernier candidat appelé l'an dernier est bien inférieur au rang du dernier du classement de cette année, de votre rang de classement. Par contre, si évidemment le rang du dernier candidat appelé dans 2024, il était à 352, eh bien, quand vous êtes en attente sur cette proposition, sur cette formation, vous pouvez vous dire, ah ben, moi, avec un rang de classement 218, évidemment, ça offre des perspectives. Vous comprenez pourquoi vous n'avez pas reçu de proposition d'admission. Au matin, le rang du dernier candidat appelé, c'était 68. Par contre, vous dites que vous avez des perspectives de recevoir une proposition qui sont raisonnables et qui sont optimistes. Donc voilà, c'est une manière aussi de comprendre la manière dont évoluent les listes d'attente et puis aussi de se rassurer, évidemment, ou d'avoir à prendre, à faire des choix aussi de manière éclairée. Une autre situation, si vous me passez en slide 21, alors on va faire la pause après la 22, comme ça on va pouvoir poser pas mal de questions. Sur cette diapo-là, il y a une situation lorsque un candidat reçoit un refus sur une de ses propositions. Je rappelle qu'il ne peut y avoir de réponse négative que dans les formations dites sélectives. Si vous n'êtes pas retenu dans une formation sélective, Parcoursup vous l'indique dans le dossier à travers candidature refusée et vous aurez accès à ce moment-là à un affichage de la notification de la décision par la formation qui vous permettra de consulter en quelque sorte la décision de la formation, voire même de lui écrire. Vous avez un délai d'1 mois pour à compter de la publication des réponses le 2 juin, donc jusqu'au 2 juillet, pour interroger les formations qui ne vous ont pas retenues pour comprendre. Et je crois que c'est toujours un élément important de garantir votre droit à l'information. Et puis, s'il s'agit d'une formation publique, eh bien, il y a y compris le droit de contester devant le tribunal. Vous avez un délai de 2 mois à compter de la notification, comme c'est le cas pour toutes les décisions publiques. Enfin, en diapo 22, si on y vient, je voulais juste faire un petit éclairage sur les vœux en apprentissage. On a vu tout à l'heure au début de la présentation, c'est 232 000 candidats cette année. Il y a évidemment des lycéens. Pour les formations en apprentissage, il ne s'agit pas d'avoir des réponses oui, oui, si ou en attente. Ce que vous recevez, alors vous pouvez très bien être dans une situation de réponse négative parce que le centre de formation en apprenti a estimé que votre dossier ne permettait pas de réussir dans ce type de formation, mais autrement, l'autre type de réponse, c'est candidature retenue sous réserve de contrat, ce qui signifie que votre candidature a été sélectionnée par le centre de formation d'apprenti, mais que pour y être définitivement admis, vous devrez trouver et trouver un employeur d'apprenti et signer un contrat d'apprentissage avec cet employeur. Il n'y a de proposition d'admission en apprentissage que lorsque vous avez déjà signé un contrat, que ce contrat a été renseigné par le CFA dans Parcoursup. Donc vraiment, peut-être 2 choses à retenir sur cette diapositive. Un, c'est que l'enjeu sur les formations en apprentissage, c'est bien de chercher un employeur. Nous avons d'ailleurs écrit à tous les lycéens à la fin du mois d'avril ou au tout début du mois de mai pour les inviter et leur proposer des solutions à travers trouver des employeurs à travers le site La Bonne Alternance dans le secteur d'activité qui intéressait leurs vœux, mais aussi le conseil de solliciter finalement le centre de formation d'apprentis pour les aider. Et puis,
Une deuxième observation que je tire de ce diapo pour en terminer là avant de prendre des questions. Vous pouvez me poser la question légitimement, mais alors si mon fils reçoit des propositions d'admission pour des formations hors apprentissage et puis une formation en apprentissage où il est candidat retenu sous réserve de contrat, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, moi, mon conseil, c'est que votre fils accepte la proposition sous statut étudiant dans un BTS, par exemple, on va dire tourisme, pour sécuriser finalement la rentrée. Et puis, ça lui laisse un peu plus de temps pour se consacrer à la recherche d'un employeur. S'il trouve un employeur, eh bien, son contrat sera signé, son contrat sera saisi dans Parcoursup. Il recevra ultérieurement donc une proposition d'admission et à ce moment-là, il devra dire au moment où il l'accepte, il renoncera à la proposition qu'il avait acceptée un petit peu auparavant sur le statut étudiant. Donc, vous voyez, vous pouvez choisir successivement sur Parcoursup. On n'est pas obligé de faire un choix définitif tout de suite. Et quand c'est en matière d'apprentissage, mon conseil, c'est toujours sécuriser votre entrée avec la formation sous statut étudiant. Et ensuite, si vous avez l'opportunité de trouver un employeur, eh bien, vous pourrez changer en quelque sorte pour passer en apprentissage plutôt qu'en statut étudiant. Voilà, je fais la pause maintenant pour que nous avons fait la partie la plus ardue. Merci beaucoup pour déjà cet éclairage. Petite question, toute bête. En cas de refus par accident d'un vœu, peut-on appeler Parcoursup dans un certain délai? Comment faire? Alors, il y a toujours sur Parcoursup une messagerie contact qui permet de contacter les professionnels de Parcoursup pour essayer de voir et qu'ils puissent traiter la situation rencontrée. Peut-être que moi j'invite, c'est l'occasion encore de le dire une fois, d'aller sur le site d'entraînement parce que vous verrez que sur le site d'entraînement, à chaque fois que votre enfant va prendre une décision en quelque sorte, eh bien Parcoursup va lui demander de confirmer. Donc je crois que c'est important de toujours avoir ce temps-là, voilà, de réflexion, de manière à ce qu'on évite des petites erreurs qui seraient liées à une précipitation. Vous voyez, c'est un peu ce contexte-là où je dis on se sent plus confort sur un ordinateur que sur le portable. Merci. Comment fonctionnent les vœux avec ou sans internat? Comment les Alors, classer? En fait, vous avez, quand vous êtes avec des vœux avec ou sans internat, vous savez, c'est dans la même formation de classe préparatoire aux grandes écoles que vous avez un vœu avec, donc la formation, vous suivez cette formation avec un hébergement à l'internat ou vous suivez cette formation. Eh bien, il vous appartient, si vous avez choisi, vous pouvez déjà accepter la proposition d'admission sans internat et garder en attente la proposition que vous avez avec internat si c'est celle qui vous intéresse le plus. Évidemment, parce que votre accès à la formation sera en partie conditionné par la capacité à vous loger. Donc voilà, vous avez à faire un choix et vous avez la possibilité d'abord d'accepter, peut-être parce que vous avez une proposition plus vite sur la formation sans internat, mais de garder en attente ce vœu spécifique. Merci beaucoup. On a quelques élèves qui nous écrivent. Ils sont déjà en études supérieures, là, a priori plutôt étudiants en médecine. Se posent la question quand même de leurs résultats aux différents concours. Donc, ils se sont réinscrits pardon, sur la plateforme Parcoursup. Ils se posaient la question de, voilà, la réponse Parcoursup va arriver avant la réponse de leurs Oui. examens. Comment faire dans ces cas-là? Alors, ils ont fait des vœux de précaution, si je peux utiliser cette expression-là, en disant, alors d'abord pour ces candidats-là, ces étudiants, euh, ils peuvent peut-être réussir dans leurs études. Et puis la deuxième chose, vous savez qu'ils peuvent poursuivre en deuxième année de licence avec Accès Santé, donc dans la mineure en quelque sorte, s'ils étaient en passe ou de poursuivre leur chemin. Mais par rapport à la question posée, que faire? Eh bien, quand ils reçoivent les propositions, de toute façon, il faut se prononcer sur les propositions. Donc, ils peuvent accepter ou renoncer, ça c'est leur liberté. Par contre, ce qui est important, et je le dis, puis j'en appelle aussi à leur esprit de solidarité avec tous les autres, c'est que le jour où ils ont leurs résultats et qu'ils décident finalement de poursuivre, ils ont des résultats positifs à l'examen et ils poursuivent en deuxième année d'études de santé, en médecine, en pharmacie ou autre, eh bien, à ce moment-là, il faut se désinscrire de Parcoursup. Parce qu'il ne faut pas garder des propositions sur Parcoursup alors que vous avez décidé d'une destinée différente.
Si, évidemment, mais ça vaut quand on n'est pas en médecine. On peut très bien avoir des candidats qui sont en première année, par exemple en droit, et puis qui par précaution ont fait une réorientation. S'ils ont les résultats positifs, ils les reçoivent, eh bien, moi je les invite à se désinscrire une fois qu'ils ont les résultats certains. Alors, parce que à la fois je leur fais confiance, mais que c'est pas complètement inutile d'avoir un petit outil de contrôle non plus, eh bien, nous demandons tous les résultats début juillet, les résultats dans les études en licence et les résultats aux études de santé. Ce qui fait que je vais voir les candidats qui vont réussir et qui sont sur Parcoursup et je leur écrirai au début du mois de juillet, je leur écrirai pour leur dire, bah, nous avons eu l'information que vous avez réussi, vous avez accepté une proposition sur Parcoursup, maintenant il faut choisir. Soit vous allez vous réorientez, vous allez jusqu'au bout de la procédure Parcoursup que vous avez engagée, soit vous allez ailleurs et à ce moment-là, vous vous désinscrivez de Parcoursup. Je crois que c'est voilà un sentiment, un esprit de responsabilité qu'il faut avoir. On vous donne des possibilités, mais si vous ne voulez pas les utiliser, rendez les places aux autres. Une autre question, combien de temps peut-on garder un vœu si on a choisi accepter provisoirement? Même question pour réfléchir. Alors, de toute façon, quand vous avez fait sur réfléchir, c'est que le lendemain, puisqu'on a vu quand on est en début, enfin quand on est dans la procédure, vous avez en gros 2 jours. Donc, s'il y a un décalage, c'est que jusqu'au lendemain. C'est ça la situation. La deuxième chose, et elle est importante cette question parce qu'elle est souvent posée. Donc, j'ai la question, alors vous m'avez pas posé, mais j'y réponds quand même. C'est combien de vœux en attente je peux garder? C'est vous qui décidez. Évidemment, je le dis aussi parce que c'est l'occasion de le dire, ça sert à rien de garder les vœux jusqu'au bout si ça vous intéresse pas. Ça réchauffe pas l'hiver, les vœux Parcoursup. On passe pas l'hiver avec ces vœux Parcoursup. Donc, quand vous avez choisi votre formation, vous pouvez, enfin, vous libérer des autres vœux si ça vous intéresse pas, parce que il y en a d'autres qui attendent. Donc, je crois que voilà, c'est aussi cet esprit-là. Après, combien de temps je peux les garder? Eh bien, c'est ce qu'on va traiter juste après dans le classement des vœux en attente quand on y viendra. Dans l'absolu, en fonction de ce que vous avez classé, vous pouvez les garder tout le long de la phase principale d'admission. Par contre, on va voir qu'avec le classement des vœux en attente, entre le 6 et le 10 juin, on va vous demander eh bien, de classer vos vœux par ordre de préférence. Et à ce moment-là, je vous évoquerai quel type de situation dans lequel vos vœux en attente sont conservés et les autres situations dans lesquelles ils ne sont pas conservés. Et ben, du coup, il y a beaucoup de questions justement sur ce classement des vœux en attente, donc je pense qu'on va pouvoir attaquer Ça dessus. marche. Alors, on attaque, on retourne sur le diaporama. Voilà, le classement des vœux en attente. Il interviendra entre le 6 et le 10 juin 2025. On va passer à la page suivante pour avoir du contenu. Voilà, quel est l'objectif? C'est d'accélérer le processus de choix, réduire le sentiment d'attente des lycéens et permettre à un maximum d'élèves d'avoir au moins une proposition avant les épreuves écrites du baccalauréat. Qui est concerné? Ben, ce sont tous les candidats de la phase principale qui ont des vœux en attente au 6 juin. Alors ça veut dire ceux qui n'en sont pas, c'est par exemple un candidat qui a accepté définitivement sa proposition parce que c'était le vœu de cœur et dès le 2 juin, il l'a reçu et donc il a renoncé aux autres vœux en attente, donc il ne participera pas à cette phase de classement des vœux en attente. Ça concerne évidemment les vœux en attente que vous souhaitez conserver et vous pouvez décider de tous les conserver ou ne n'en conserver que quelques-uns parce que pour certains, ils vous intéressent plus. Évidemment, je le dis aussi, pour des candidats qui auraient déjà, avant le 6 juin, accepté une proposition d'admission, elle l'aurait bien sûr acquise. On ne remet pas en cause une proposition que vous avez acceptée. Il ne s'agit là que de classer par ordre de préférence les vœux que vous avez en attente. Donc, il n'y a aucune action à faire pour conserver la proposition d'admission. Quand est-ce que vous devrez faire cette mise en ordre, en quelque sorte, des vœux en attente que vous avez? C'est entre le 6 et le 10 juin. Le 6, c'est le vendredi. Le 10 juin, c'est le mardi. Donc, ça fait 5 jours. On a pris soin à la fois de ménager du temps de week-end. Et le lundi 9 juin, c'est le lundi de Pentecôte, donc vous avez le temps d'y réfléchir en famille. Et puis le 10 juin, c'est le temps avec votre professeur, si vous voulez vérifier peut-être un point avec votre proviseur. Donc, chaque candidat concerné par ce classement des vœux en attente, évidemment, on ne le prend pas par surprise, il sera informé, il aura un message, un mail qu'on fera aussi
aux parents de manière à ce qu'ils aient l'information, et puis ils recevront un SMS, et puis évidemment on fera un rappel par mail et le SMS le 10 juin, de manière à rappeler à tout le monde cet exercice. Quelle est la stratégie finalement à avoir? Et je crois qu'il faut être très très simple, il n'y a pas de stratégie compliquée, c'est vous classez les vœux en fonction de ce que vous préférez, en mettant en tête le vœu qui vous intéresse le plus, et ainsi de suite, 2, 3, 4, 5, jusqu'à X, puisque ça dépend du nombre de vœux en attente que chaque candidat a. Donc, est concerné à la fois des candidats qui ont que des vœux en attente, mais aussi des candidats qui ont déjà accepté une proposition et ont encore des vœux en attente qu'ils souhaitent conserver. Donc, c'est les deux types de candidats. Donc, la bonne question à vous poser, c'est si je suis accepté, est-ce que je veux rejoindre cette formation, est-ce que je la préfère par rapport à une autre? Et là, ce qui est important, c'est que même si ça ne commencera qu'entre le 6 et 10 juin, c'est toujours important, et j'y reviendrai à la fin de mon propos, c'est que vous gardiez en tête, ben voilà, se préparer à choisir, se préparer à mettre un ordre pour ne pas se retrouver complètement dépourvu au moment où on vous pose la question. Si on passe à la diapo 25, très concrètement, eh bien, il faudra vous connecter entre le 6 et 10 juin. Alors, il n'y a pas de précipitation à avoir, hein, c'est le 10 juin, 23h59. Vous sélectionnez vos vœux, vous les classez par ordre de préférence, et je le redis, le site d'entraînement vous permet, si vous y allez là en direct, eh bien vous pourrez voir comment ça marche. C'est un copier-déplacer en quelque sorte où vous classez les vœux que vous avez. Je le précise, si vous n'avez qu'un seul vœu en attente, il faut le mettre en 1. Ben voilà, ça sera qu'un seul vœu, mais ça peut être le cas. Les formations n'auront jamais accès à votre classement. On ne leur donne pas cette information, c'est vous. Et évidemment, la manière dont vous classez les vœux n'a aucune incidence sur la liste d'attente dans la formation. C'est pas parce que vous classez en vœu en 1 que vous avancerez plus vite ou vous classez en 2 que vous avancerez plus vite. Je crois que c'est important. La vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que je préfère, et donc de classer par ordre descendant en quelque sorte, en 1 ce que je préfère, et puis ensuite 2, 3, 4, 5 ce que je préfère un peu moins. Qu'est-ce qui se passe à compter du 11 juin? Parce que c'est là que ça devient important et qu'on comprend mieux ce qu'il faut faire. Les vœux en attente que vous n'aurez pas classés avant le 10 juin 23h59 seront supprimés. Alors ça me permet de dire, entre le 6 et le 10 juin, vous avez le droit de changer d'avis 43 fois et de changer votre ordre autant de fois que vous le souhaitez. Ce qui compte, c'est la photographie finish que nous ferons le 10 juin à 23h59, qui diront l'ordre des vœux que vous avez validé. Si un candidat, maintenant je me positionne le 11 juin, si un candidat reçoit une proposition d'admission pour un vœu en attente classé, d'abord, quand il reçoit une proposition, ben, comme dans tout le processus Parcoursup, il a le droit d'accepter ou de refuser. Ce qui est important, c'est qu'il nous réponde. Tous les vœux qui viennent après dans son classement sont supprimés. Je vais essayer de donner un exemple avec Paul et puis je vais en prendre un avec Christelle un peu différent. Comme ça prendra tous les cas de figure. Paul, il a classé 5 vœux en attente le 10 juin et le 11 juin au matin, il reçoit une proposition d'admission sur son vœu classé en premier. Eh bien, à ce moment-là, les vœux 2, 3, 4, 5 sont supprimés et on demande à Paul eh bien, de choisir est-ce qu'il accepte ou est-ce qu'il renonce à la proposition reçue. Évidemment, si Paul avait déjà accepté une proposition en début de procédure, eh bien, il devra choisir est-ce que j'accepte la nouvelle proposition, auquel cas il me rendra la place dans celle qu'il avait acceptée précédemment. Et puis, je prends maintenant le cas de Christelle, toujours avec 5 vœux. Je prends des petits chiffres parce que je suis pas un matheux, donc j'ai du mal à m'y retrouver dans les grands chiffres. Donc, Christelle, elle a classé 5 vœux en attente, comme Paul, mais le 11, elle reçoit une proposition sur son vœu qui est classé numéro 3. Qu'est-ce qui se passe? Le vœu 4 et 5 disparaît au moment où elle reçoit une proposition sur le vœu numéro 3. Elle doit elle-même décider, et elle a 2 jours, est-ce que je l'accepte ou est-ce que j'y renonce? Mais bien sûr, le vœu 1 et 2 seront conservés. Donc je crois que c'est important puisqu'elle les a ordonnés. Ce qui est au-dessus est conservé, ce qui est en dessous est supprimé. Et c'est à elle de nous dire est-ce qu'elle accepte ou elle refuse. Donc vous voyez, je crois que les 2 exemples que je donne là, ils sont assez simples et ils permettent de se... Et vous voyez bien, si on revient sur cet exemple, je prends celui de Christelle pour essayer d'expliciter ce que j'avais dit dans la diapo précédente. Quand Christelle va devoir choisir, vous voyez bien que c'est très important qu'elle mette en 1 le vœu qu'elle préfère le plus. Parce que si jamais Christelle mettait en 1, je prends un exemple théorique,
En 1, elle regarde ses indicateurs, elle se dit, oh, mais je suis tout près de l'avoir, donc je vais la mettre en 1. Et puis, ma formation préférée, je la mets en 4. Ben, vous voyez ce qui va se passer. Si elle reçoit le vœu numéro 3, le vœu numéro 4, il aura disparu. Et ça veut dire que ce qu'elle avait le préféré le plus, eh bien, en fait, c'est supprimé parce qu'elle l'a classé. Donc, ce qu'elle doit mettre en 1, c'est le vœu qu'elle préfère le plus, et ensuite décliner. Et du coup, je réponds, Madame Coquelet, à la question que vous m'avez posée à la pause, donc entre guillemets, sur combien de temps on peut garder des vœux en attente. Ben, par exemple, vous voyez bien que si Christelle a classé en 1,20 son vœu préféré, tant qu'elle ne reçoit pas de proposition à ce niveau-là, elle le garde jusqu'au 10 juillet, fin de la phase principale. Par contre, si c'est son vœu numéro 4, eh bien, le vœu numéro 4, parce qu'elle a reçu la proposition au vœu numéro 3, eh bien, il est supprimé. Mais c'est logique, puisque dans son ordre de préférence qu'elle nous a donné, il y en a une qu'elle préfère par rapport à l'autre. Donc, voyez cet exercice. Évidemment, moi, le bon réflexe, c'est de tester ses connaissances. Il y a le petit quiz, il y a une vidéo, une infographie, il y a le site d'entraînement. Je crois qu'il faut être très concret. Le quiz, il est très sympa à faire. C'est simple, moi j'avais eu 5 sur 5, je suis content. Mais surtout, au-delà de mon score qui n'est pas intéressant, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous répondez, on vous donne l'explication. Ce n'est pas tellement d'avoir un score 5 sur 5, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'avoir bien compris pourquoi vous aviez juste, pourquoi vous aviez faux, le cas échéant. Donc voilà, tous ces outils sont à votre disposition. Évidemment, on accompagnera les candidats. Je dirais même que le lundi de Pentecôte, parce que certains commenceront à s'y mettre le 9, le numéro vert sera ouvert toute la journée. Le mardi 10, il sera ouvert jusqu'à 20 heures pour répondre à des questions de parents. Et on est en train de finaliser avec mes collègues une petite foire aux questions simple dont on rendra destinataire évidemment toutes les fédérations de parents d'élèves depuis que vous puissiez les joindre, voilà, que ça soit un élément de référence pour se poser des questions. Et on y traitera par exemple à la question qu'est-ce qui se passe quand j'ai un vœu avec internat, un vœu sans internat, comme l'avait posé l'interlocuteur tout à l'heure que vous avez évoqué. Voilà, on essaiera d'être le plus complet possible de manière à ce que ça soit le plus simple pour vous pour appréhender cette phase. On va poursuivre. Maintenant qu'on a vu comment arrivent les propositions, comment on les classe entre le 6 et le 10 juin, de manière à accélérer le processus. Je crois que c'est ça, parce que certains parents, j'ai déjà fait le dialogue, m'ont dit « Ah oui, mais alors, on va perdre des choses. » En fait, on ne perd rien. C'est-à-dire que simplement, l'objectif, c'est bien que le maximum de lycéens aient des propositions et pas que ceux qui veulent amasser, finalement, bloquent les autres. Nous avons évidemment des solutions adaptées à chaque situation lorsqu'il y a des candidats qui ne reçoivent pas des propositions d'admission. Alors, 3 types de situations. Certains lycéens, dès le 3 juin 2025, ils n'avaient fait des vœux que en des formations sélectives, ont reçu par exemple que des réponses négatives. Ils pourront demander un accompagnement individuel ou collectif au lycée ou dans un CIO pour définir un projet d'orientation, redéfinir en quelque sorte et se préparer à la phase complémentaire. J'insiste, dès le 3 juin, on enverra un petit message à ces candidats que nous aurons identifiés et nous les appellerons pour les lycéens, même individuellement, de manière à finalement qu'ils puissent se remotiver, se relancer. L'objectif pour eux doit être de préparer de nouveaux vœux qu'ils pourront faire pendant la phase complémentaire. Cette phase complémentaire qui propose des places dans des formations qui ont des places vacantes, elle sera ouverte à compter du 11 juin et jusqu'au 11 septembre. Donc, on peut formuler de nouveaux vœux, en quelque sorte. Et puis, à partir du 1er juillet 2025, pour les candidats qui n'auraient pas eu de proposition, ni en phase complémentaire, ni en phase principale, eh bien, nous les identifierons et nous leur proposerons de solliciter l'accompagnement de ce qu'on appelle la commission d'accès à l'enseignement supérieur. En gros, c'est le rectorat qui organise une petite commission pour accompagner les candidats qui ont besoin de cet accompagnement. Donc, c'est aux candidats de le demander, mais là aussi, on les sollicitera par mail, on les appellera individuellement pour leur proposer cet accompagnement qui leur est proposé par le rectorat. Et l'objectif de cette commission, c'est d'étudier leur dossier, les aider à trouver une formation au plus près de leur projet et en fonction des places qui sont disponibles. J'ai évoqué la phase complémentaire, peut-être si on peut y revenir dans la diapo 28.
Elle aura lieu quand? Du 11 juin au 11 septembre. C'est une vraie opportunité. Il y a à la fois l'an dernier 80 000 candidats qui ont reçu une proposition dans une formation de leur choix dans la phase complémentaire. C'est pas parce que c'est complémentaire que ça veut dire au rabais. Il y a des formations de toute nature, des classes prépa, des BTS, des IUT, il y a des licences évidemment, il y a même des écoles de commerce qui sont présentes. En priorité, évidemment, sont concernés des candidats qui n'ont pas reçu de proposition pendant la phase principale, mais on peut aussi, lorsqu'on a accepté déjà une proposition dans la phase principale, aller faire des vœux sur la phase complémentaire. Pourquoi? En quelque sorte, parce que l'expérience nous montre que parfois on peut avoir des candidats qui changent de projet et à un moment veulent revenir trouver une opportunité plus près de chez eux, à un autre endroit sur le territoire. Enfin, chacun a son histoire personnelle. Et puis je le dis aussi parce que vous pourriez vous dire, ouais, mais alors si c'est pas réservé à ceux qui n'ont pas de proposition, ça va priver, ça va ralentir le dispositif. La réponse est non, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, si j'ai déjà une proposition d'admission acceptée dans la phase principale, donc qui m'est garantie, mais que je vais en phase complémentaire et que je reçois une proposition, si je l'accepte, je perdrai ma place en phase principale, puisque je la rendrai au candidat et moi je la donnerai à un candidat en liste d'attente. Donc le système tourne en parallèle évidemment, et il n'y a pas de contradiction à être dans l'un et dans l'autre. Comment on formule ses vœux? Eh bien, on accède à la phase complémentaire depuis son dossier. Il y a une actualisation quotidienne du nombre de formations qui ont des places disponibles, puisque c'est ces formations qui ont toujours des places vacantes après avoir épuisé leur liste d'attente. On peut faire jusqu'à 10 vœux maximum. Ce sont des formations sélectives ou non sélectives. Quelques règles spécifiques la plus importante à retenir, que je vais commenter, c'est on ne peut pas refaire de vœux en phase complémentaire sur une formation pour laquelle on avait fait un vœu en phase principale. Je vais donner un exemple pour que ça soit bien clair pour tout le monde et que notamment, vous voyez que ça ouvre quand même des opportunités. Cécile voulait faire un vœu en BTS Commerce International au lycée d'Alembert. Elle a été refusée sur sa candidature au lycée d'Alembert pour ce BTS. J'ai dit commerce international ou tourisme, je ne me rappelle plus. Tourisme, allez. Eh bien, elle ne peut évidemment pas, si le lycée d'Alembert est en phase complémentaire, refaire le même vœu sur la même formation. Par contre, elle peut toujours dans ce BTS tourisme, si en phase complémentaire, il y a le lycée Jean-Jacques Rousseau, il y a le lycée Émile Zola, il y a le lycée Louise Weiss, qui propose la même formation de BTS tourisme, elle pourra candidater. Donc, vous voyez, de la même manière pour ceux qui ont été dans une école refusés sur une, mais pas refusés globalement sur l'ensemble du concours, ils pourront profiter de la phase complémentaire pour refaire des vœux sur les écoles qu'ils n'avaient pas choisies finalement au cours de la phase principale. Si on passe à la diapo suivante, un petit focus sur toujours la phase complémentaire. Quel type de réponse on reçoit? C'est oui ou non pour les formations sélectives et c'est oui ou oui si pour les universités. Vous voyez, il n'y a pas de liste d'attente en phase principale. Les formations ont un délai maximum de 8 jours pour vous répondre, moyennant une pause estivale parce qu'il y a des congés dans les formations entre le 11 juillet et le 22 août. Dans quel délai on doit répondre aux propositions d'admission en phase complémentaire? Eh bien, pareillement, vous recevez une alerte, un mail et SMS lorsqu'une proposition arrive. Et pour toutes les propositions reçues entre juin et août, eh bien, vous avez 2 jours pour répondre. Et à la fin du mois d'août, on accélère le processus parce qu'on est à quelques jours de la rentrée et que l'objectif, c'est que le maximum de candidats ait une réponse. De la même manière que je l'ai évoqué tout à l'heure pour la phase principale, il y a une suspension des délais de réponse pour les lycéens pendant qu'ils sont en train de passer leurs épreuves écrites de baccalauréat. Je crois que c'est un point important. Diapo 30, un petit focus sur la KS que j'ai évoqué tout à l'heure en termes généraux. À partir du 1er juillet, chaque académie active cette KS. Elle est faite pour accompagner les candidats qui n'ont pas eu de reçu de réponse. Elle va étudier le dossier, leur proposer une formation au plus près de leur projet. Comment on la saisit? Eh bien, chaque candidat recevra un message, on les appellera par téléphone et ils devront activer par un bouton « Je sollicite la KS » directement dans le dossier Parcoursup pour ceux qui en ont besoin. On leur posera même un petit questionnaire pour mieux appréhender leurs besoins individuels pour essayer d'avoir des réponses les plus pertinentes. Les propositions d'admission de la KS sont formulées directement dans le dossier du candidat.
Un petit focus en diapo 31. Je sais que c'est un point important qui peut intéresser certains d'entre vous pour le dire. Il y a un accompagnement spécifique pour les personnes en situation de handicap. D'abord, un droit spécifique que leur reconnaît la loi, c'est la possibilité de demander au rectorat, depuis son dossier Parcoursup, depuis la messagerie Contact, de demander le réexamen de leur dossier dès le 2 juin lorsqu'ils n'ont pas trouvé de formation, lorsqu'ils ont une formation qui est inadaptée par rapport à leurs besoins. Ça peut être une question de rester en proximité de la cellule familiale pour des besoins de soins, des besoins de confort. Moi, je me rappelle, j'avais déjà eu un cas de jeune autiste, voilà, qui a été traité. Chaque année, c'est à peu près entre 300 et 400 cas qui sont traités par les académies de cette nature. La deuxième enjeu pour l'ensemble des étudiants qui seraient, des lycéens qui seraient en situation de handicap et se destinent au post-bac, ils ont pu remplir une fiche de liaison dans la phase avant le mois d'avril. Ils pourront toujours la remplir aussi lorsqu'ils reçoivent. Et vous rappelez que cette fiche de liaison, elle n'est jamais transmise aux formations en cours d'examen pour pas qu'elles aient la tentation illégale d'utiliser le critère du handicap comme un critère d'admission, puisque c'est strictement interdit. Euh, Par contre, cette fiche de liaison, on l'a conservée par devers nous, et pour un lycéen qui accepterait une proposition d'admission définitivement, eh bien, il pourra demander à Parcoursup de transmettre la fiche de liaison au référent handicap de son futur établissement. L'objectif, c'est quoi? Eh bien, de pouvoir accélérer finalement le dialogue permettant de préparer finalement l'arrivée dans le nouveau lieu de formation. Je crois que c'est important d'avoir ce temps d'écoute et de dialogue parce que les solutions d'accompagnement à l'université peuvent être distinctes de celles du lycée, parce qu'il faut parfois anticiper en fonction des typologies de handicap et parce que ce dialogue est de nature aussi à rassurer les parents. Il y a une infographie sur l'espace ressources du site candidat qui vous sera sans doute transmise aussi parce que je crois que c'est un point important. Je crois qu'on en arrive au moment où on fait une petite pause pour reprendre quelques questions avant de s'engager dans le sprint final. Oui, je vous confirme effectivement que l'infographie pour les élèves à besoins éducatifs particuliers sera jointe à l'envoi du replay de ce webinaire. Quelques questions. Si dans les 3 choix préférés du candidat, le candidat est loin sur la liste d'attente, que doit-il faire? Alors, est-ce qu'on parle du classement des vœux en attente? Je pense, oui. Je Oui. pose. Ben, moi, je le redis, le bon critère pour ordonner, en quelque sorte, par ordre de préférence, 1, 2, 3, les 3 vœux qui sont en attente du candidat, c'est qu'est-ce que vous préférez. Et je vais essayer de donner une illustration pour être très concret. Si vous mettez bien en 1 ce que vous préférez le plus, en 2 ce que vous préférez en 2, et puis en 3 celle que vous préférez le moins des 3, si vous recevez une proposition sur le vœu numéro 2, vous aurez à choisir est-ce que j'accepte ou est-ce que je renonce, et le 3 disparaît. Mais par contre, vous gardez le 1. Et la question de votre place dans la liste d'attente est indifférente, parce que si la formation que vous préférez, vous êtes loin sur la liste d'attente, mais qu'elle est classée en 1, de toute façon, vous la garderez. Par contre, si vous mettez en 1 la formation dans laquelle vous êtes le plus proche dans le rang de la liste d'attente, et puis votre formation de cœur, vous la mettez en 3, vous voyez bien ce qui va arriver. Si vous recevez tout de suite le vœu numéro 1 parce que vous étiez en proximité de recevoir une proposition, ben ça veut dire que 2 et 3 vont disparaître. Or, c'était la proposition numéro 3 que vous préfériez. Donc voilà, c'est cette petite mécanique-là qu'il faut avoir en tête de manière à choisir. Choisissez en fonction de ce que vous préférez finalement. En un, ce que vous préférez le plus, et puis ainsi de suite, et sans autre type de stratégie compliquée. Et du coup, c'est la même chose pour l'internat, puisqu'on a beaucoup de questions justement autour de Oui, l'internat, de classer ses vœux voilà. en Ben, fonction. si vous êtes sur la question, c'est au sein de la même classe préparatoire et que vous souhaitez vraiment vous êtes vraiment intéressé par le vœu à l'internat, classez-le en tête. Je crois que c'est ça qui est important. Il faut toujours que vous êtes question, qu'est-ce que je préfère le plus? Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Si, imaginons que vous avez choisi dans une classe préparatoire le vœu avec internat puis le vœu sans internat, si vous classez le vœu sans internat en dessous, en quelque sorte, du vœu avec internat, si vous recevez la proposition, elle sera déjà acceptée, vous garderez le vœu avec internat. Et c'est de toute façon logique, puisque pour être dans un internat, il faut déjà être aussi dans la formation. Donc voilà, je crois que c'est ce réflexe à avoir. Alors, on vous le remettra par écrit au-delà de ce que je vous expose. Je vous ai évoqué
une petite fiche guide en quelque sorte que je diffuserai à toutes les fédérations de parents d'élèves que vous pourrez relayer abondamment. Évidemment, voilà, il y aura les réponses aux questions qu'on s'est posées ce soir. Alors, nous avons aussi quelques questions autour de la phase complémentaire. Oui. Le bulletin de troisième trimestre, est-ce qu'il est pris en compte lors de cette phase complémentaire? Absolument. Évidemment, nous demanderons au lycée de remonter les bulletins du troisième trimestre avant le 11 juin pour qu'ils soient pris en compte. Et à partir du moment où les lycées remonteront l'information, ben, l'information sera inscrite dans le dossier Parcoursup d'un candidat. Je prolonge votre question. Après le 4 juillet, nous intégrerons aussi les résultats du baccalauréat. Et donc, pour la phase complémentaire, un élève qui ferait un vœu, je sais pas quoi, le 14 juillet en phase complémentaire, parce qu'il a trouvé une formation qui l'intéresse, eh bien, il y aura à la fois les éléments du bulletin du troisième trimestre, mais aussi les résultats du baccalauréat. Je pense aussi que nos parents ont besoin de reformuler aussi par rapport aux vœux en attente et la phase complémentaire. Parce que nous avons une question qui est pour les étudiants Alors, qui ne font pas de vœux dans la phase complémentaire, mais qui ont des vœux en attente. Ces vœux peuvent-ils être conservés jusqu'au 10 juillet ou 11 septembre? je précise, il y a une partie de la question que je reviendrai. La phase complémentaire, elle va du 11 juin au 11 septembre. Si vous participez pas à la phase complémentaire, eh bien, les vœux que vous avez en attente, de toute façon, vous serez obligé de les classer par ordre de préférence, c'est ce qu'on a évoqué. Mais ensuite, votre ordre par préférence, alors sauf si vous recevez une proposition qui aboutit à supprimer un vœu en attente comme on l'a évoqué, il est conservé jusqu'au 10 juillet. Et à compter du 10 juillet, eh bien, la phase principale est terminée, le vœu est archivé. Ça veut dire que moi, j'entretiens plus des listes d'attente, que les formations sont complètes. Mais dans le cas où une place se libérerait pendant l'été parce qu'il y a un élève qui est parti finalement, qui était admis, qui ne va pas s'inscrire parce qu'il est pris dans une université, par exemple, anglaise ou allemande, il fait un Erasmus, voilà, donc il part à l'étranger, eh bien à ce moment-là, il y a une place qui se libère, et j'appellerai le cas échéant, mais c'est exceptionnel. S'il y a une place qui se libère, on la compensera en appelant le candidat, en retenant l'ordre finalement de la liste d'attente tel qu'il a été archivé, mais je crois que c'est important. Au 10 juillet, la phase principale, elle est terminée. Quand vous avez une proposition, il faut aller vous inscrire, que vous avez accepté cette proposition-là. Évidemment, si vous recevez à titre exceptionnel pendant l'été, vous pourrez changer de votre lieu d'inscription, mais il ne faut pas en faire une règle commune. Je crois que c'est à titre exceptionnel lorsque le cas se présente. Une autre question, si aucune proposition n'est reçue au 12 juillet pour des formations non sélectives restées en attente, que se passe-t-il? Eh bien, de toute façon, au 10 juillet, vous n'aurez toujours pas de proposition. Et vous rappelez, à partir du 1er juillet, on aura identifié les lycéens et les étudiants sans proposition d'admission et nous leur proposerons d'être accompagnés. Donc, c'est à eux de faire la démarche de demander l'accompagnement de la commission d'accès à l'enseignement supérieur pour que la commission les aide à trouver une proposition d'admission. Mais en tout état de cause, enfin, je crois que votre question, elle permet de dire, est-ce que je reste statique? Non. Je crois que dès le 11 juin, si vous n'avez pas eu de proposition, vous avez la possibilité de faire des vœux pour des formations en phase complémentaire. Et puis si au 1er juillet, vous êtes toujours sans proposition d'admission, on vous suggère un accompagnement, à vous de vous en saisir en quelque sorte. Il ne faut pas attendre en quelque sorte, là vous avez l'occasion, soit par vous-même d'aller en phase complémentaire, soit d'être accompagné par le rectorat. Une autre question autour de l'année de césure. Ma fille veut en priorité faire une année de césure. Comment s'assurer que la formation accepte d'étudier sa demande de césure? Si sa demande de Alors, césure est refusée, comment rebondir sur un autre vœu? alors, nous, on ne transmettra, vous savez, l'information qui a été donnée sur l'année de césure. Vous l'avez donné l'information, on l'a pas transmise aux formations d'accueil. On la transmettra avec votre dossier d'inscription lorsque vous acceptez définitivement une proposition d'admission. Mais le principe même de la césure, c'est que c'est un droit pour vous, mais ça n'est pas une obligation de l'accepter pour la formation d'accueil. Donc, en fait, si la formation d'accueil refuse, alors quand elle refuse, c'est pas à la tête du client, c'est parce qu'il y a un motif.
Je comprends, ou c'est que c'est sans rapport avec le lien de la formation, que c'est au détriment de l'intérêt de l'élève, et il y a un dialogue qui s'institue, puisque chaque fois qu'il y a une CIE, il doit y avoir une convention entre l'étudiant et son établissement d'accueil. Eh bien, si la formation refuse et elle en a le droit, il vous reste la phase complémentaire, le cas échéant, pour retrouver une formation. Mais voilà, c'est à la fois important de faire une césure, mais vous vous inscrivez aussi dans un projet. Et puis, à la limite, si vous voulez pas, si vous n'êtes pas pris dans cette formation, vous avez possibilité vous-même de faire votre projet. Vous ne serez pas en césure en quelque sorte, mais vous pourrez quand même faire votre projet, mais sans lien avec l'établissement d'accueil. Et justement, dans les projets d'avenir, on a des questions sur le choix d'un établissement. Enfin voilà, je voudrais aller dans un établissement qui est hors Parcoursup. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors par construction, c'est hors Parcoursup, donc ça ne me concerne pas. Par contre, moi, j'ai peut-être deux réflexions par rapport à votre question. Un, si vous avez fait en parallèle un projet hors Parcoursup et un projet dans Parcoursup et que vous avez une proposition d'admission dans Parcoursup, vous avez toujours intérêt à l'accepter si ça vous intéresse, évidemment, en attendant que le projet hors Parcoursup se consolide, se confirme. Si vous avez fait un choix définitif et que vous allez en dehors de Parcoursup, à ce moment-là, moi, ce qu'on vous demande, c'est de vous désinscrire de Parcoursup. Vous n'allez pas garder une proposition d'admission dans Parcoursup alors même que vous acceptez un autre projet de manière définitive. Donc voilà, c'est ça la différence. Après, à vous d'apprécier sur le choix dans Parcoursup ou en dehors de Parcoursup, ce qui vous permet, ce qui vous apporte le plus de garanties, et puis surtout ce qui vous permet aussi de construire un projet de poursuite d'études. Vous savez que dans les formations hors Parcoursup, il y a aussi parfois le risque de ne pas avoir, voir aboutir des projets de poursuite d'études vers le master ou dans d'autres établissements. Donc, soyez très vigilants pour ces formations-là, qui, si elles ne sont pas sur Parcoursup, ça n'est pas un hasard. C'est qu'il y a une bonne raison. Alors, c'est pas forcément spontanément ce qu'elles vont vous dire, évidemment. Elles plaideront que c'est leur liberté, elles plaideront qu'elles vous évitent le stress lié à Parcoursup, mais enfin, le stress se monnaie contre monnaie sonnante et trébuchante. Il y a parfois, on vous demande des acomptes très importants, donc voilà, méfiez-vous, prenez soin de vous renseigner complètement avant de faire ce type de choix et avant de vous désinscrire de Parcoursup, ce que je vous demande de faire si vous avez un autre projet, vous êtes libre, hein, c'est vous qui décidez, mais voilà, prenez le temps de la réflexion. Et justement, si je veux faire aller mon droit au remords, comment faire pour l'année prochaine travailler sur ma réorientation et de nouveau sur Parcoursup? Ça, de toute façon, je vous ai dit au départ, il y a cette année 183 000 étudiants en recherche d'une réorientation. Donc, vous voyez, c'est pas un cas unique. Et c'est important, votre question. Moi, ça me permet de dire, on joue pas sa vie sur Parcoursup. Enfin, voilà, peut-être que les médias vont vous le dire en disant c'est stressant. Enfin, vous le connaissez, hein. Mais on ne joue pas sa vie. Vous pouvez vous réorienter. Vous ne faites que l'entrée en première année d'enseignement supérieur. Si jamais vous deviez vous réorienter, d'abord, mon premier signal, c'est euh, pour ce qui est du premier trimestre ou semestre, vous pouvez peut-être faire des réorientations internes sans passer sur Parcoursup. Et puis, si jamais c'est pas cette occasion-là, vous pouvez le faire sur Parcoursup pour Parcoursup 2026. On sera là. On revient en arrière, on a une question sur les vœux en attente. Comment se fait le classement pour les vœux multiples? Plusieurs écoles, un Alors, concours, plusieurs bon, campus. en fait, chaque sous-vœu qui était au moment des candidatures se transforme en vœu. Donc, en fait, vous les classez comme si c'était des vœux. Il n'y a pas de sous-vœu dans la phase d'admission, il n'y a que des vœux. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut passer à la fin de la phase principale. Très bien. Alors, on revient, puis ça anticipait, j'ai apporté une réponse qui anticipait. Donc, la fin de la phase principale, vous voyez, ils ont le sourire, donc c'est plutôt bon signe. Diapo 33. La fin principale, c'est le 10 juillet, après que nous ayons intégré dans la nuit du 9 au 10 les derniers du résultat du baccalauréat. Je rappelle que les dernières propositions d'admission, elles arrivent le 8 juillet, il faut répondre le 9 au soir. La fin de la phase principale, ça signifie quoi? Que les formations sont complètes et les listes d'attente n'évoluent plus. C'est la réponse que j'ai apportée tout à l'heure à votre question, Madame Coquelet.
et on ne fera plus apparaître, une fois que la phase principale est terminée, on ne fera plus apparaître les listes d'attente. Les vœux qui étaient en attente et qui sont classés, qui étaient toujours présents dans le dossier du candidat, seront automatiquement archivés le jour du 10 juillet. Et chaque candidat pourra d'ailleurs les consulter. Il n'y aura pas d'indicateur de liste d'attente, mais il pourra consulter les vœux qui sont archivés. Et si une place venait à se libérer de manière exceptionnelle pendant l'été, suite à un désistement, eh bien, elle sera proposée au premier candidat de la liste archivée. Il y a aussi un répondeur automatique qui existe entre le 15 juillet et le 20 août, qui est pour partir l'esprit tranquille pendant l'été. C'est vous qui le paramétrez et qui permet finalement, quand vous vous absentez de la France, par exemple, ou vous allez dans une zone dans laquelle vous n'êtes pas certain de la connectivité, ou alors que vous avez envie de déconnecter totalement, mais tout en gardant des vœux qui sont finalement qui étaient archivés, ça vous intéresse toujours, eh bien, le répondeur automatique, il sert à cela pour l'été. Il n'est pas obligatoire, évidemment. Diapo 34. L'inscription administrative, parce qu'évidemment, l'enjeu, une fois que qu'on a terminé la phase principale, vous avez eu les résultats du baccalauréat le 4 juillet ou le 9 juillet pour ceux qui étaient au rattrapage, eh bien, après avoir accepté définitivement la proposition, eh bien, il faut aller vous inscrire. L'inscription, elle ne se fait pas sur Parcoursup, elle se fait directement auprès de l'établissement que vous avez choisi. Les modalités d'inscription sont propres à chaque établissement. Il faut les consulter. Il y a une petite information, je l'ai dit tout à l'heure, quand on acceptait définitivement, envoyer info sur l'inscription administrative. Respecter vraiment la date limite d'inscription. Je crois que c'est très important parce que l'objectif, c'est que toutes les places qui ont été pourvues se donnent lieu à des inscriptions. Et puis, si elles ne donnent pas lieu à des inscriptions, eh bien, finalement, on compense et on rappelle un autre candidat. C'est ça l'objectif. Il faut remplir toutes les formations et il faut le remplir utilement. Voilà, et de ne pas rester en l'air. Donc, ça concerne évidemment, vous savez, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec des candidats qui auraient été admis, mais tout d'un coup, ils sont pris en médecine en deuxième année, ben voilà, il faut qu'ils renoncent à ce moment-là et nous le disent. Je le précise, ce qui fait le rebond avec la question que vous avez posée hors Parcoursup, quand on s'inscrit en dehors de Parcoursup, nous avons demandé à toutes ces formations hors Parcoursup de demander comme pièce pour l'inscription une attestation de désinscription de Parcoursup, de manière à ce qu'on s'assure qu'un candidat qui va en dehors de Parcoursup n'est pas parti en gardant des vœux qu'il aurait acceptés sur Parcoursup. Ça, c'est vraiment pas citoyen, en quelque sorte, de faire ce type d'action. Diapo 35, pour résumer en quelque sorte sous forme de conseils ce que l'on s'est dit ce soir. On va les énumérer dans la diapo 36. D'abord, avant le 2 juin, voyez avec votre fils ou votre fille qu'il est bien ses identifiants Parcoursup, c'est l'adresse mail, c'est le mot de passe. Voilà, c'est toujours un peu stressant quand au dernier moment, le 2 juin, chacun retrouve plus le mot de passe ou retrouve plus le mail. Voilà, je crois que c'est par sécurité. La deuxième chose, on l'a dit ce soir, la phase d'admission, c'est d'abord une phase de choix. Et donc, il faut se repenser à ses vœux, car dès le début de la fin de mission, soit il faudra être prêt à choisir, soit pour accepter des propositions, soit pour placer des bornes d'attente entre le 6 et le 10 juin. Je crois que c'est important. Il faut se mettre dans une disposition d'esprit. Reprenez vos vœux. Est-ce que ça m'intéresse toujours? Finalement, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Voilà. C'est pour ça que quand j'ai évoqué les délais, alors je vous ai pas entendu, mais j'ai deviné certains qui disaient, mais c'est trop court, 2 jours. Ben oui, sauf qu'en fait, il faut se poser la question maintenant. Puis vous êtes déjà, entre guillemets, posé la question au moment où il y a eu la formulation des vœux. Pour chaque vœu pour lequel il y a des vœux en attente, il y a des indicateurs disponibles, on l'a évoqué ce soir. La meilleure manière d'aborder de manière sereine, en s'enlevant le doute sur comment ça marche, comment ça fonctionne, eh bien, c'est le site d'entraînement que je vous recommande une nouvelle fois. Il est sur la page parcoursup.gouv.fr et puis la page conseils que vous pouvez retrouver qui vous donne voilà, des petits conseils qui reprennent très largement ce que je vous dis. Je le précise, les lycéens n'ont pas besoin de se connecter tous les jours, ils n'ont pas besoin de se connecter plusieurs fois par jour. À chaque fois qu'il y a une proposition d'admission, il y a une alerte et la mise à jour du dossier Parcoursup ne se fait que le matin.
Soyez attentifs au délai de réponse. Je rappelle la règle d'or, il faut toujours répondre, soit pour renoncer, soit pour accepter, mais il faut répondre à chaque proposition d'admission reçue avant la date limite indiquée dans le dossier. S'il n'y a pas de réponse, la proposition sera retirée et attribuée dès le lendemain à un autre candidat. Et puis le classement des vœux en attente que l'on a évoqué, classé par ordre de préférence, c'est vraiment qu'est-ce que je préfère le plus, et pas en fonction des éléments de rang de classement, c'est pas un bon indicateur. Les vœux que vous souhaitez conserver, évidemment, ne classez pas les vœux qui vous intéressent pas, ça ne sert à rien. Vous serez prévenu quand ça débutera cette phase le 6 juin, vous serez rappelé entre guillemets à l'ordre si vous ne l'avez pas fait le 10 juin au matin et vous avez encore toute la journée du 10 juin pour le faire puisque je prends la photo finish le 10 juin 2025 à 23h59. En diapo 37, pour que vous en serviez utilement, j'ai remis les infographies et les vidéos qui ont été réalisées par mes collègues avec la possibilité voilà, de les visionner avant ou pendant la phase d'admission. Elles sont là toutes disponibles. Et puis dans la diapo 38, un petit rappel, même si ça n'est pas directement le sujet du Parcoursup, mais que quand on va devenir étudiant, eh bien, il faut aussi penser à la future vie étudiante. Je rappelle que les dates limites pour créer le dossier social étudiant, c'est samedi soir, si je me trompe pas. Ouais, samedi soir, le 31 mai, via le portail Mes services étudiants. Il y a une aide à mobilité sur Parcoursup de 500 € pour les lycéens boursiers qui s'inscrivent dans une autre académie que celle de leur résidence. Et puis, il y a la possibilité de solliciter le logement en résidence universitaire. Voilà, je vous laisse découvrir cette page. Enfin, je termine sur la diapo 39, comme ça nous fait encore quelques questions à pouvoir prendre. Pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul et qu'évidemment, il y a une assistance usagée. J'ai évoqué la messagerie Contact, que chacun sans doute connaît parce que vous l'avez utilisée au moins une fois pendant la phase de formulation ou de confirmation des vœux. Il y a aussi de sessions de chat, de live proposées aux lycéens, aux étudiants et aux parents qui seront proposées. Elles sont en ligne sur le site parcoursup.gouv.fr. Vous pouvez voir l'agenda des lives. Il y a un numéro vert 0800 400 070, il est évidemment gratuit, avec des numéros spécifiques pour l'outre-mer, en fonction des décalages horaires évidemment, que vous pouvez retrouver sur parcoursup.gouv.fr, et avec des ouvertures exceptionnelles du numéro vert les 3, 4, 5 juin jusqu'à 20 heures, le lundi 9 juin de 10 heures à 16 heures, c'est le lundi de Pentecôte, et le mardi 10 juin jusqu'à 20 heures. Enfin, pour suivre l'actualité de Parcoursup, recevoir des conseils, eh bien, il y a les réseaux sociaux sur lesquels on est présent, sur X, sur Twitter, enfin sur X, sur Facebook, sur Instagram, là aussi, pour suivre. On donnera beaucoup de conseils, des petites infographies qui permettent de se repérer et d'avoir les idées claires. Ça n'est pas autre chose que ce que j'ai dit, c'est peut-être des fois dans un autre format, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation, en espérant avoir répondu à un maximum de questions, d'interrogations, d'incertitudes, en espérant vous avoir aussi rassuré. Évidemment, on peut reprendre quelques questions avant de terminer. Alors, une petite question à qui on souhaite à peu d'enfants, de parents qui nous écoutent ce soir. Si mon enfant rate le bac, que se passe-t-il Alors, pour ses vœux? alors, je vais essayer de décliner la question en deux vous avez raté le bac parce que vous n'étiez pas aux épreuves, mais vous êtes éligible aux épreuves de remplacement au mois de septembre. Parce qu'il peut y avoir dans rater le bac deux acceptations. À ce moment-là, évidemment, si vous avez eu des propositions d'admission que vous avez acceptées, elles sont confirmées tant que nous n'avons pas le résultat définitif de l'éducation nationale. C'est important. Et puis, il y a la deuxième situation, bah, vous échouez au baccalauréat. Vous ne l'avez pas, eh bien à ce moment-là, vous perdez la proposition d'admission et les vœux, puisque évidemment, la condition de réussite au bac est une condition pour accéder à l'enseignement supérieur. Une autre question autour de l'heure à laquelle sont mises à jour les propositions Parcoursup.
Écoutez, je la donnerai pas parce que je suis pas là pour fixer le réveil de chacun des citoyens. Imaginez que je le faisais, je pense que j'en entendrais des vertes et des pas mûres. Donc, c'est mis à jour chaque matin. De toute façon, la meilleure réponse que je puisse apporter, c'est que vous avez 2 jours, vous avez jusqu'au lendemain soir. Donc, enfin voilà, quoi ça sert de se réveiller à 4 heures du matin à 8 heures. Évidemment, quand on envoie les messages, au-delà de la mise à jour dans le dossier, vous savez qu'on envoie les alertes, les messages, et évidemment, on n'envoie pas avant 8 heures, ça sert à rien. Enfin, puis on n'est pas là pour vous lever à l'aube. Et puis même quand on est au mois de juillet, on s'adapte à la chronologie. On envoie les messages un petit peu plus tard puisqu'il y a plus court, quoi. Et vous nous confirmez que les parents qui n'auraient pas encore rentré leurs coordonnées Oui, dans Parcoursup peuvent toujours le faire pour continuer à vraiment, recevoir. je les invite à le faire, hein. Je les invite à le faire toute l'année depuis notre première session au mois de décembre, mais je le renouvelle parce que c'est vraiment maintenant que c'est important. Quand vous avez des échéances, bah, ça sera à vous, je sais pas moi, vous avez l'occasion de mettre le post-it sur le frigo, sur la table d'entrée, sur la porte d'entrée. Enfin, chacun fait comme il veut dans son organisation, mais c'est vraiment plus sécurisant. Et je le dis, puis je sais plus si Madame Coquelet était là, mais ça a vraiment mis fin à toutes les histoires en disant mon fils a eu ses vœux qui ont disparu. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de respect des délais. Enfin, vous voyez, vous savez comment sont, enfin tout le monde. Hein, moi, ça m'arrive de pas respecter des délais. Aussi, je n'ai pas de leçons à donner aux autres. Mais je crois que c'est important de partager cette information parce que c'est évidemment c'est trop dommage de rater une proposition au moment où on l'a. Merci à vous. On a encore beaucoup de questions sur le classement des vœux. Je pense que vous y avez Ouais. déjà beaucoup répondu et je pense que les réponses aussi sont dans la foire aux questions de Parcoursup. On a beaucoup de questions très sélectives, par exemple sur comment se passe l'acceptation des regroupements et sous-vœux, par exemple sur les PASS, les IFSI. Alors, encore une fois, c'est toujours la même logique, c'est qu'il n'y a dans la phase d'admission que des vœux. Ça veut dire que si vous avez fait dans un groupement d'IFSI et que vous avez l'IFSI A, l'IFSI B et l'IFSI C, eh bien, considérez-les comme des vœux et c'est à vous de choisir entre l'IFSI A, l'IFSI B et l'IFSI C. Voilà. Et si vous avez 2 groupements, je prends cet exemple parce que je l'ai en tête sur les IFSI, vous avez 2 groupements qui correspondent à 2 territoires régionaux différents, eh bien, vous les classez en fonction de ce qui vous intéresse toujours le plus. Si c'est l'IFSI A du premier groupement qui vous intéresse mieux que l'IFSI B du deuxième groupement, enfin voilà. Euh, Après, l'objectif est bien toujours là, c'est d'éviter qu'on accumule des vœux et qu'on les garde jusqu'au bout. Enfin voilà, comme ça. Je crois que et je le dis parce qu'il faut, enfin, encore une fois, c'est pas pour vous complexifier la vie, c'est pas pour me la complexifier non plus, hein, qu'on fait ça. C'est pour permettre à certains lycéens qui parfois ont des propositions d'admission un peu plus tard, parce qu'il y en a d'autres devant qui bouchent un peu la route, vous voyez, et bien que ça se libère plus vite pour que chacun des candidats puisse au maximum recevoir des propositions avant les épreuves de bac. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Déjà, on a beaucoup de remerciements de votre présentation très claire et merci pour toutes les infographies que vous pouvez nous partager. Ça rend beaucoup plus clair les propos et un grand merci à l'équipe Parcoursup pour les mises à jour. Merci à vous. On reste disponible et je vous dis, il y a l'assistance des usagers. Voilà. Évidemment, les professeurs principaux ont des alertes. Je le dis par exemple parce que je ne crois pas l'avoir dit tout à l'heure, mais les professeurs principaux verront aussi. Par exemple, j'ai évoqué les candidats qui auraient eu que des réponses négatives le premier jour. Voilà, les profs principaux, ils auront des outils de suivi. Il y a ce dialogue de proximité important et puis il y a toutes les équipes Parcoursup en académie, au numéro vert, au national, qui sont aussi là pour vous aider et répondre à des questions. Écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire enrichissant. Je tiens à souligner, comme si vous venez de le dire, Monsieur Teilhard, qu'il existe toujours des solutions face aux interrogations et aux défis que vous pouvez rencontrer dans le cadre de Parcoursup. Vos questions et remarques dans le chat ont été précieuses et nous vous encourageons vivement à consulter la foire aux questions de Parcoursup, régulièrement mise à jour, comme vous le venez de l'entendre, pour obtenir des réponses précises à vos interrogations. N'oubliez pas également de profiter du site d'entraînement mis à votre disposition, ainsi que de nombreuses vidéos tutoriels et pages conseils disponibles sur le site Parcoursup. Pour ceux qui souhaiteraient revoir ce webinaire ou le partager, le replay sera disponible sur l'espace grand public du site de l'appel
très rapidement. N'hésitez pas à le consulter, à le diffuser largement auprès des parents qui pourraient être intéressés par ces informations. Je vous rappelle également que l'infographie pour les élèves à besoins éducatifs particuliers sera jointe à ce replay. Je tiens encore à remercier chaleureusement Monsieur Teilhard pour sa disponibilité et ses précieux conseils, ainsi que l'équipe des salariés de l'appel national qui nous ont accompagnés ce soir et soutenus tout au long des webinaires. Je tiens aussi à souhaiter une pleine réussite à vos enfants pour l'arrivée du bac, hein, cette grande épreuve. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée et une bonne continuation à vos enfants.